Bonjour à tous, merci de votre participation pour cette conférence qui s'intitule La relance passera par l'Amérique. Donc, on va évidemment parler de la relance économique et de ses impacts en Europe et des opportunités qui se présentent sur le marché américain. Avant de commencer, je tiens à remercier nos partenaires. Donc, cet événement est organisé par la Chambre de commerce franco-américaine avec évidemment la participation de Red Canyon, de Expand Group et de BPI France. On remercie également nos partenaires Magnétique Bordeaux, le MEDEF Île-de-France et également évidemment BPI France. La présentation va durer à peu près 20 à 25 minutes et elle sera suivie de questions. Je vous invite à poser vos questions sur le chat de Zoom. Donc, vous pouvez tout simplement écrire votre question. N'attendez pas à la fin de la présentation avant d'écrire vos questions. Vous pouvez les écrire pendant que l'on présente et on prendra vos questions et on y répondra individuellement. Vous pouvez aussi envoyer des questions par email si vous avez nos emails. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Samuel Loy, je suis le président de Red Canyon. Red Canyon est un cabinet d'accompagnement basé à l'international et headquartered à Los Angeles. Je suis également le président de la Chambre de commerce franco-américaine, un des plus grands réseaux franco-américains ici en Californie, et je suis basé à Los Angeles, donc je m'occupe de la partie Californie du Sud principalement. Je suis franco-américain, j'habite aux États-Unis depuis une dizaine d'années et évidemment, voilà, donc franco-américain. Donc je vais laisser Martin se présenter. Bonjour à tous, Martin Lampron, président fondateur d'Expand Group. Notre société existe depuis 2004. Nous intervenons aux États-Unis depuis 2007 dans plusieurs secteurs de l'économie américaine. Voilà, on a des bureaux en Europe, en Amérique latine et aux États-Unis. Et donc à Marine Richermoz. Merci Samuel et Martin. Donc je fais partie de l'équipe des bureaux de l'export de BPI France. Aujourd'hui, on est 12 collaborateurs à l'étranger répartis sur 7 bureaux. Et moi, donc, je couvre les États-Unis et le Canada depuis New York. Et ma mission, c'est vraiment d'être sentinelle terrain pour les équipes en France, suivre nos deals sur la zone, créer un climat favorable pour nos clients et puis faire le lien avec les partenaires sur place. Merci Marine. Les thèmes aujourd'hui, donc on va parler du marché américain comme un outil de relance pour les entreprises françaises. On va également parler de l'avantage de la France, de l'atout de la France vis-à-vis des États-Unis. Évidemment, on va vous expliquer comment est-ce qu'on fait du business ici aux États-Unis. Et puis, on ira conclure. Avant de commencer, je vais donner la parole à Marine, qui va nous parler de BPI France et des outils et des services que BPI France offre aux sociétés françaises. Exactement. L'objectif de cette présentation, c'est vraiment de vous donner toutes les clés en termes de financement et d'assurance pour que vous puissiez construire votre stratégie à l'international sur le moyen long terme, de la prospection à l'implantation à l'étranger. Alors, si tu peux passer, parfait. Avant ça, pour replacer donc dans le contexte, quelques mots sur BPI France. On est la banque publique d'investissement. On a un organisme financier 100% public. On est vraiment la banque des entreprises françaises, des startups, des PME, des ETI. On est en France, 3000 collaborateurs sont en France, au plus près des entrepreneurs, puisqu'on est présent dans 50 directions régionales. Et comme je vous le disais en introduction, à l'étranger, on est présent via 7 bureaux. Notre mission donc, de BPI France, c'est soutenir les entreprises françaises en appui des politiques publiques de l'État et des régions, et puis avoir un effet de levier sur les organismes financiers privés, les banques privées. Nos activités, donc, c'est le financement. On a des prêts à moyen long terme à destination des PME, des ETI, des startups françaises. On a une activité d'investisseur puisqu'on est le fonds souverain de l'État français. On investit en direct dans les entreprises et puis également en indirect avec une activité fonds de fonds. Et enfin, on assure et on garantit. Puisque depuis 2017, on est l'agence française de crédit export, c'est-à-dire que pour le compte et sous le nom de l'État français, on va pouvoir assurer les entreprises françaises lorsqu'elles vont à l'étranger.
Au travers de tout ça, on a toute des activités d'accompagnement en France pour former les dirigeants, les conseillers et accélérer le développement des entreprises. Je vais passer au volet export parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. On est donc la banque des entrepreneurs en France et à l'international. C'est vraiment une de nos priorités, l'export. Et l'objectif, c'est se préparer et s'armer financièrement. Et pour ça, on s'engage à vos côtés pour vous donner donc toutes les ressources financières pour réussir à chaque étape de votre développement à l'international, en vous assurant et en vous finançant. L'objectif, c'est vraiment vous faire gagner des deals à l'étranger, gagner des contrats. Comment? C'est via notre package d'assurance, de garantie, de financement. Par exemple, la construction du business plan. On va vous aider à le construire. On sait que ça prend du temps de planifier, de définir des objectifs chiffrés, de définir les investissements nécessaires au développement à l'étranger. Et en parallèle de ça, on va vous avancer et vous assurer une partie de ce budget de prospection. Comment ça marche? On va aller jusqu'à 65%, on va avancer jusqu'à 65% de vos dépenses de prospection. Et en parallèle, on va vous assurer en cas d'échec commercial. C'est-à-dire que si le projet ne fonctionne pas à l'export, vous allez nous rembourser qu'une partie de l'avance. C'est vraiment notre premier produit d'appel à l'étranger. C'est l'assurance prospection, je pense que vous en avez sûrement entendu parler. Ensuite, sur le bilan, on sait que faire sa place à l'international, ça prend du temps. Il faut investir dans les hommes, il faut investir dans le marketing, il faut investir dans les structures sur place. Parfois, il faut plusieurs années pour atteindre son point mort. C'est pourquoi on renforce le haut de bilan des entreprises avec des financements et des prêts patients, c'est-à-dire avec du différé de remboursement, et surtout des prêts sans garantie. Enfin, pour gagner des deals, notre objectif, c'est vraiment de vous donner toutes les cartes pour pouvoir négocier avec vos clients étrangers. Et pour ça, on a une gamme d'assurances qui permet de faire des offres en devises étrangères sans prendre le risque de change. Donc des risques en devises étrangères, en dollars canadiens, en dollars américains bien sûr, et d'autres devises à l'étranger. On a plus de 45 devises couvertes. Je ne rentre pas dans le détail de chaque produit. L'objectif, c'est de vous donner une vision globale. Mais comme vous l'avez vu, on a une palette d'outils financiers et d'assurance pour vous accompagner dans la réussite de votre projet export. Quelques mots enfin sur le plan de relance export. La dernière slide, Samuel. Voilà, parfait. Donc, depuis 2020, cette année, elle est quand même compliquée d'un point de vue sanitaire. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment de continuer à vous soutenir dans vos projets à l'export. Donc, avec tous les acteurs de la Team France Export, c'est-à-dire les chambres de commerce, les conseillers du commerce extérieur, Business France, on veut maintenir la confiance des entreprises dans l'export et faciliter la prospection de marchés étrangers. Donc, concrètement, en termes de mesures prises, on a augmenté le seuil de financement de nos prêts. On a augmenté la durée de nos assurances, on a développé de nouveaux produits à l'export et notamment un produit, l'assurance prospection accompagnement qui viendra en janvier 2021 compléter l'assurance prospection classique pour des primo-exportateurs, pour des plus petits budgets. Et puis, on renforce l'accompagnement de la Team France Export, notamment avec le dispositif des VIE. Donc, n'hésitez pas à contacter nos équipes en France, si vous êtes déjà en contact avec votre direction régionale, à solliciter un rendez-vous avec le chargé d'affaires international qui va pouvoir vous conseiller sur la mise en place de nos produits et vous donner des informations plus spécifiques en fonction de vos projets. Et puis, bien sûr, moi, je suis là pour répondre à vos questions et faire le lien avec les équipes en France. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Samuel et Martin pourront vous donner mes coordonnées à la suite de ce webinaire. Merci beaucoup, Marine. Nous aurons les coordonnées de Marine en fin de webinaire et donc vous pouvez évidemment la contacter. Et nous vous invitons très fortement à contacter BPI France. Moi, personnellement, je crois que j'ai 100% de mes clients qui travaillent ou qui passent par BPI France d'une manière ou d'une autre. Martin? Oui. Bon, bien, merci Marine. La raison qu'on se parle aujourd'hui, c'est assez simple. C'est que depuis 2004, à travers Expand Group, et Sam me rejoint aussi sur ses propres expériences, on a eu la chance de faire des projets au Moyen-Orient, en Chine, en Europe, en Amérique latine.
Et on a eu la chance de vivre une crise majeure de 2008 à 2012 avec la crise des subprimes aux États-Unis. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a une crise mondiale, le pays qui donne le plus d'opportunités à une relance rapide et à prendre des parts de marché, c'est les États-Unis. Donc, nous, à la mi-mars, quand la COVID est tombée sur nos clients et sur nous-mêmes, la première chose qu'on a dit à nos clients européens, c'est « Vous devez maintenir vos opérations aux États-Unis coûte que coûte ». Et à aujourd'hui, je peux vous dire que la majorité de nos clients vont faire au minimum les chiffres de l'année passée et au mieux augmenter leur chiffre d'affaires, malgré la COVID. Donc, on veut un peu aujourd'hui vous expliquer comment et pourquoi on croit vraiment que les US, dans votre stratégie export, doit demeurer un marché que vous devez considérer grandement. Je vais essayer de... OK. Donc, petit sourire, je voulais vous présenter un tableau qui démontrait, et vous l'aurez quand on vous enverra la présentation, sur les relances suite aux crises économiques qu'on a vécues dans les dernières années. Vous allez voir quand vous allez regarder la présentation que oui, les Américains sont spécialistes de faire les plus grandes crises économiques possibles, mais ils sont aussi les spécialistes d'être capables de reprendre le plus rapidement possible. Un chiffre assez récent, la semaine passée, on avait le chiffre de la perte du PIB au deuxième trimestre de cette année qui était de 34%, je crois. Et la reprise du troisième trimestre était sur 32%. Donc, pour vous donner une idée, les Américains, au minimum, vont arriver sur un statu quo à la fin de l'année. Au mieux, auront eu quand même une petite croissance. OK? Il y a également une chose qui est très importante, c'est où est la richesse. Nous, on prend pour acquis que le marché américain, vous allez voir dans d'autres statistiques que je vais vous présenter rapidement, offre une masse critique d'une classe moyenne haute ou une classe haute qui permet à des exportateurs de maintenir de pouvoir fonctionner à l'intérieur de ce marché-là. Si on revient à la carte qui a disparu, Sam, j'aimerais mieux que tu prennes le contrôle et que tu mettes la carte. Ici, je vous donne juste une idée. Vous voyez, c'est le nombre de familles ayant un revenu familial de plus de 5 millions de dollars par année. OK? Donc, si vous voyez, tout au long des États-Unis, il y a quand même des masses critiques intéressantes pour qui veut investir et exporter aux États-Unis. Pourquoi j'ai pris la peine de mettre cette carte-là, c'est que plusieurs Européens, quand ils regardent les États-Unis, ils regardent deux villes, New York, Los Angeles. Et tous les autres pays regardent ces deux villes-là, New York, Los Angeles. Moi, je peux vous dire par expérience que du très beau business qu'on peut faire à Atlanta, et par ailleurs, les gens en Géorgie sont beaucoup plus sensibles au savoir-faire classique français pour les compagnies qui sont dans le design d'intérieur que des gens à la rigueur à Los Angeles ou à Dallas. Donc, vous voyez que dans les grandes villes américaines, vous aurez toujours en tant que PME la possibilité d'avoir une masse critique pour présenter vos produits. Sam? OK. Vous donnez une idée, sa population, 52 millions de foyers gagnent plus de 150 000 $ par année.
OK? 50 millions d'autres gagnent entre 100 000 et 150 000. OK? Autre chose aussi des Américains, c'est qu'on sait pertinemment qu'ils aiment bien présenter leur richesse, leur succès. Donc, les Américains vont investir, vont toujours chercher à aller plus haut généralement. Donc, c'est une société qui est très preneuse et très consommatrice. OK. À vous donner un exemple, 1% de la population française gagne plus de 106 000 € par an. Donc, ça vous donne très peu de gens. Et si on compare sur l'Europe, qui est beaucoup plus populeuse que les États-Unis, on parle de 20 millions de foyers qui gagnent plus que 100 000 $ par an. Okay? Donc, ça vous donne un peu la différence des marchés. Vous avez vraiment un marché aux États-Unis avec un très grand pouvoir d'achat. Et il faut retenir ça. Okay? Ici, vous avez les revenus selon la population, mais à partir de, je dirais, 100 000, vous êtes sur quasiment 30 % de la population. Ça vous donne une très bonne idée du marché qui vous est disponible. Et c'est pour ça que souvent, ces strates de la population sont les moins affectés par les crises économiques. Et sont ceux aussi qui sont en capacité de reprendre plus vite les pertes que nous avons connues dans les autres crises économiques. Je vais juste vous donner un exemple comment les États-Unis, ça peut être grand. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais c'est deux jumeaux qui ont lancé leur business il y a à peu près une dizaine d'années. Et au bout de 10 ans, vous pouvez voir, eux se spécialisent dans la rénovation de maisons. Et si Sam peut descendre les points, donc ça représente très bien le statut. Donc, les Property Brothers, on parle de 100 millions de téléspectateurs par mois. On parle d'un chiffre d'affaires de 140 millions de dollars en 2019. Il y a applications, etc., etc. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On pourrait vous faire différents exemples comme ça. Donc, ces gens-là vont rejoindre une clientèle très intéressante. OK. Autre chose. Les Américains crédibilisent toute tendance. Si on prend, par exemple, les transports, l'électrification des transports, c'est vrai, on est plus sensible au Canada et en Europe sur l'urgence mais les Américains ont présentement le réseau le plus important d'électrification de transport, soit en Europe ou en Amérique du Nord. Donc, ils ont déjà accepté, et Sam peut me confirmer, je crois que c'est en 2030 qu'il n'y aura plus le droit de voiture à essence en Californie, oui. Si je ne me trompe pas. En général, la Californie précède le reste du pays dans toutes les tendances. Oui. Mais ceci dit, quand on parle de la Californie, la population totale de la Californie, c'est 60 millions. C'est ça, 60 millions. Donc, c'était à partir du 2030, la France devrait avoir que des véhicules électriques. Ça vous donne une idée de grandeur. Autre point, tu peux toutes les descendre si tu veux. Le design, tout ce qui s'appelle au niveau des maisons et du design en général, plus qu'on est éco-responsable, plus qu'on travaille sur le commerce équitable, c'est vraiment des notions qui ont été acceptées. Vous allez chez Walmart, vous avez des produits qui sont identifiés éco-responsables, au commerce équitable. Construction, les certifications de type LEED, les édifices verts. Il y a beaucoup de programmes aux États-Unis présentement qui permettent d'aller chercher des financements si on garantit que notre nouvel édifice va avoir une production de CO2 nulle. L'alimentation, oui, je sais que en Europe, la notion bio, manger local, c'est très intégré.
Les Américains, ça fait 10 ans, mais on peut vous parler d'autres food. Si vous allez chez Walmart, la prochaine fois que vous allez aux États-Unis, ils ont maintenant des rangées d'alimentation bio et le bio devient de plus en plus la norme. Et la santé, le bien-être, mais je pense que Apple et Google nous offrent assez d'applications américaines pour qu'on se sente mieux, qu'on fasse attention à nous, etc., etc. Donc, une fois que les Américains ont intégré la tendance, c'est une tendance qui devient la norme. Donc, une des raisons pourquoi nous considérons que les entreprises françaises doivent profiter de ce type de clientèle, c'est principalement parce que, à l'origine, moi, je crois fortement que les entreprises françaises ont à offrir dans chacun de ces secteurs-là. Les Américains sont rapides à intégrer les tendances, mais ne sont pas nécessairement rapides à avoir un réseau de production pour faire face à ces nouvelles tendances-là. Donc, il y a des parts de marché à aller chercher, selon moi, en proposant des matériaux novateurs, des aliments novateurs, etc., etc. Merci Martin. Donc, je vais parler un peu de l'atout de la France, de l'avantage de la France quand il s'agit de s'exporter aux États-Unis. Alors avant que je commence, il faut savoir que on accompagne des sociétés françaises depuis plusieurs années ici sur le territoire américain. On accompagne des sociétés dans l'agroalimentaire, dans la tech, dans le secteur manufacturier. On sait ce qui fonctionne aux États-Unis. On sait quels sont les atouts de la France et on les a vus évoluer et on a vu des sociétés venir ici et réussir de manière très, très forte. Et donc, on va parler de ça maintenant. D'abord, avant de parler de ça, j'aimerais parler des relations entre la France et les États-Unis. Alors, il faut savoir que, outre la présidence de Trump, les relations dans l'ensemble sont très harmonieuses. Okay? Il y a une interdépendance dans plusieurs secteurs, notamment le secteur des transports, le secteur des infrastructures, le secteur médical, qui sont des domaines pour lesquels la France est extrêmement compétitive. À ça, on peut rajouter également le secteur de la tech et puis évidemment l'agroalimentaire. Il faut savoir que la France sera le premier partenaire européen à bénéficier de la réouverture de l'économie américaine. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est un partenaire qui est très diversifié, contrairement aux Anglais qui sont principalement focalisés sur les secteurs des services. Les Français sont dans les services, dans les produits et sont dans une multitude d'industries et sont également dans des industries qui n'ont pas été affectées par la crise. Okay? Il faut savoir que les marchés perdus durant Covid pourront être repris. D'une part, la compétition internationale sera beaucoup moins présente. Le ticket d'entrée sera aussi beaucoup moins cher. On sait tous que faire du business aux États-Unis, ça peut être très rentable, mais c'est aussi très coûteux. Aujourd'hui, on a un phénomène de déflation qui existe depuis quelques mois où il y a une chute des prix, une chute des prix des salaires et des coûts logistiques, des coûts de transport, etc. On peut le voir notamment avec les transports aériens et même maritimes qui a absolument, qui a complètement chuté. Et donc, le coût d'entrée est moins cher et donc plus abordable pour des sociétés françaises qui ont des produits ou qui ont des solutions à exporter aux États-Unis. Il y a aussi un phénomène qui s'appelle le phénomène d'élimination des petits joueurs. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Dans toute croissance économique, vous avez toujours des petites sociétés ou des petits entrepreneurs qui s'attachent, qui surfent en fait, si vous voulez, et qui s'attachent à la vague de la croissance, mais qui en général sont des sociétés qui n'ont pas beaucoup de trésorerie, qui sont assez faibles et qui sont surtout faibles dans le sens où dès lors qu'il y a une crise, ce sont les premiers à se faire éliminer. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a un affaissement du paysage avec uniquement des acteurs qui ont su maintenir une trésorerie saine et des comptes sains et qui peuvent passer au travers de la crise. Et ce sont ces acteurs-là qui profitent de la reprise. Serons-nous la porte d'entrée des USA, pour l'Europe vers les USA, donc on peut se permettre d'y penser. Tout d'abord, l'Europe va avoir besoin de l'Amérique pour repartir. Martin vous a un peu parlé des chiffres du GDP. Il faut savoir que j'ai pas le graphique, mais j'ai des chiffres en tête. C'est des chiffres du Fonds monétaire international. Le GDP de la France, la perte de GDP de la France sur l'année 2020, elle est estimée à peu près à 9 à 10%. Les États-Unis sont à peu près à 3,9%.
Okay, l'Italie à 11%, l'Allemagne est à 8%. Donc, vraiment, l'Europe a été extrêmement touchée par la crise Covid. Les États-Unis ont été beaucoup moins touchés par la crise Covid. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Non seulement ils sont moins touchés, mais en plus, ils repartent beaucoup plus rapidement. Évidemment, les conditions d'entrée pour certains acteurs dans des secteurs touchés seront plus difficiles. Évidemment, donc le secteur aérien, le secteur du voyage, etc. Et puis, il faut savoir aussi que la fabrication dans les pays de l'ex-Union soviétique sera moindre. Et ces pays-là ont été également extrêmement touchés par la crise Covid. Et ce sont des pays qui étaient assez compétitifs, notamment dans le domaine de la production. Et cette production, nous, on pense, va se relocaliser vers l'Europe de l'Ouest. Évidemment, les Américains comptent sur leurs alliés pour se développer une certaine autonomie face à la Chine. Donc, c'est pas un secret. Aujourd'hui, la Chine, c'est, je vais pas dire l'ennemi numéro 1, mais c'est en tout cas le challenge géopolitique, militaire et économique plus important pour les États-Unis. Et c'est un point sur lequel les républicains et les démocrates sont tous les deux d'accord. Les États-Unis comptent sur l'alliance outre-Atlantique, donc l'alliance avec l'Europe de l'Ouest, l'ancienne alliance, pour faire face à ce bloc. On va parler un peu des échanges entre la France et les États-Unis pour vous donner une idée. Aujourd'hui, il y a à peu près, donc ces chiffres datent de 2018, mais ils sont évidemment d'actualité pour 2019 et 2020, enfin surtout 2019. On a à peu près 129 milliards de dollars d'échanges en biens et services entre la France et les États-Unis. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les investissements. Il faut savoir que vous avez à peu près 326 milliards d'investissements chaque année des entreprises françaises vers les États-Unis, alors que vous n'avez que 86 milliards de dollars d'investissement des entreprises américaines vers la France. Donc, évidemment, on a une balance excédentaire en faveur des Américains, puisqu'il y a beaucoup plus d'argent qui va être investi aux États-Unis que l'inverse. Et donc, oui, un petit mot sur ce chiffre-là. Quand je mentionne ce chiffre-là, les entrepreneurs et les petites PME françaises ont tendance à croire qu'il s'agit des gros groupes français comme L'Oréal, Airbus, etc. Pas du tout. Hein. Évidemment, ces groupes français investissent des sommes considérables, mais le gros de cet investissement consiste en des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises. Moi, j'habite à Los Angeles. Il faut savoir que dans la région de Los Angeles, on a plus de 700 sociétés françaises qui sont installées. La plupart sont des sociétés dont vous ne connaissez pas le nom, qui ne sont pas des sociétés cotées en bourse ou nécessairement connues du public. Évidemment, les États-Unis, c'est la première économie mondiale, donc c'est une économie très solide avec une grande variété de secteurs. On a des clusters nationaux qui sont très très forts, comme évidemment la Silicon Valley, donc le secteur de la tech en Californie. On a le secteur de l'automobile dans le Michigan. On a l'aérospatial qui est un peu que l'on trouve un peu partout, et également l'agroalimentaire dans certains clusters ruraux américains. C'est évidemment une terre d'innovation. Hein. Toutes les plus grosses innovations viennent des États-Unis. Les États-Unis sont classés 6e au rang mondial pour le climat des affaires. Donc, c'est un pays où c'est bon de faire des affaires. Les entrepreneurs sont toujours les bienvenus. Les Américains sont très ouverts d'esprit et très welcoming. Ils vous accueillent en général à bras ouverts et ils sont assez faciles. Ils sont assez faciles dans l'approche business. Évidemment, c'est une population nombreuse avec un PIB élevé. Martin vous en a parlé un petit peu en avant, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On a plus de 325 millions d'habitants aux États-Unis pour un PIB de plus de 19 trilliards. Et ça, c'était en 2017. On est à peu près à 21 trilliards en 2019. Société accueillante, je vous en ai déjà parlé. Évidemment, c'est la devise la plus utilisée au monde, donc ça facilite les échanges. On a une monnaie unique aux États-Unis. Hein, il faut savoir que les États-Unis, c'est pas un pays, c'est une république fédérale, donc c'est une république d'États. Il y a 50 États avec 50 législations différentes qui sont gouvernées sous le parapluie du gouvernement fédéral américain. Et donc, il faut voir les États-Unis plus comme l'Europe. La différence avec l'Europe, évidemment, c'est qu'on a une devise unique et qu'on a une langue unique, qui est l'anglais. Marché de l'emploi très important. Évidemment, c'est un marché qui est très flexible, qui est très réactif. Il faut savoir qu'avant la crise, avant Covid, on avait à peu près 3,5% de chômage. Donc, c'est un chômage quasi nul aux États-Unis. Le chômage est monté jusqu'à, je crois, 16% en mars, avril. Et aujourd'hui, il a rebaissé jusqu'à en dessous de 8%. On est dans les 7%. Donc, ça fluctue assez rapidement. Évidemment, on a une main-d'œuvre qualifiée, productive et innovante.
Martin? On a perdu ton micro, Martin. On l'a retrouvé. C'est, comme vous pouvez voir, les États-Unis est un marché intéressant. Ceci dit, faire du business aux États-Unis, c'est pas comme faire du business en Europe, ça c'est évident. Faire du business à New York, c'est pas comme faire du business à Dallas et c'est pas comme faire du business à Los Angeles. Moi et Sam, on vous propose dans les 2 prochaines slides une liste à bien penser pour que vous puissiez vous introduire auprès de vos clients potentiels aux États-Unis. Toujours gardez ça en mémoire quand vous avez des entretiens avec des clients américains. Donc, l'Américain se fait une idée assez vite avec qui il va le faire affaire. Présentement, je vous dirais, avec la COVID, l'ambiance aux États-Unis, c'est d'identifier les fournisseurs qui vont être capables de passer à travers la COVID, qui vont être capables de faire face aux dates de livraison et qui vont devenir des facilitateurs de projets. Donc, votre premier élément, et je le dis souvent à des clients quand ils nous approchent, c'est de dire pourquoi vous? Pourquoi vous plus que quelqu'un d'autre? Donc, vous devez tout de suite de mettre de l'avant, c'est quoi votre valeur ajoutée? Pourquoi qu'on devrait faire affaire avec une boîte comme la vôtre? Deuxième point. L'approche Steve Jobs. Je dis souvent aux gens, Steve Jobs disait vos interlocuteurs peuvent retenir 3 idées générales d'une présentation et 3 sous-idées par thème. Donc, préparez vos présentations toujours dans cette optique-là. Préparez vos decks, préparez même votre discours et vous aurez l'attention de vos clients américains. On ne peut pas s'étaler sur... je sais qu'en Europe, vous avez la chance d'avoir souvent des entreprises ayant plusieurs années d'existence, etc., que vous avez racheté de votre père ou de votre grand-père, etc. L'Américain s'intéresse à votre histoire après avoir compris vos produits ou vos services. C'est pas the other way around. Donc, je dis souvent aux clients, vous avez 5 minutes pour présenter qui vous êtes, votre boîte, et le reste, c'est comment vous faites du business, comment on fait du business avec vous. Donc, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où est-ce que votre client vous pose une question et au moment que vous livrez le produit ou votre service. OK? Donc, il faut vraiment être capable d'être très clair. OK? Bien définir votre marché US. Il arrive souvent que des clients européens vont avoir des listes de prix en euros, vont avoir des produits propres, des services propres à l'Europe, et n'en auront pas pour les États-Unis. Il faut vraiment que vous encadrez votre sphère d'intervention aux États-Unis et que vous soyez capable d'expliquer où les États-Unis se situent dans votre démarche export. L'Américain, comme dit Sam, est très accueillant, très poli, il va vous écouter, mais s'il a l'impression que vous êtes juste en train de voir s'il y a possibilité que les États-Unis n'est pas dans une stratégie structurée d'export, vous aurez beaucoup de difficultés de passer à l'autre étape parce qu'il aura toujours l'impression que vous êtes juste venu pour voir. Donc, vraiment expliquer, les Amériques, pour moi, c'est ça. Avec ou sans vous, je vais rentrer aux États-Unis et que ça fait vraiment partie de votre stratégie. OK? Plus rapidement vous êtes sur les US, plus rapidement vous ferez du business. Ceci dit, il y a 5 ans, être aux États-Unis, ça impliquait une structure, des employés, un showroom ou un bureau. Les États-Unis, et avec la COVID, ça l'a accéléré. Vous pouvez être aux États-Unis à travers un e-commerce. Il y a un secteur de l'économie américaine qui prend énormément de place. C'est toute la logistique de livraison, la logistique de prise de commande. On a des clients européens qui n'ont pas nécessairement une structure américaine autre qu'une entreprise,
mais ils sous-traitent la logistique de A à Z. Donc, autrement dit, ils ne se soucient uniquement d'envoyer l'inventaire de façon automatique au mois, au trimestre, au logisticien, et le logisticien reçoit les commandes, envoie à travers les États-Unis, etc., etc. Donc, c'est des structures qui sont facilement montables. Nous, on le fait avec plusieurs entreprises européennes et qui limitent au minimum les besoins physiques d'être présents. Et autre chose, pour les entreprises françaises, et je ne fais pas de la pub pour Marine, mais vous êtes peut-être le pays ayant les meilleures aides gouvernementales pour tenter l'export. Ne la sous-estimez pas. C'est une longueur d'avance que vous avez. Nous, on a la chance d'avoir différents clients de différents pays et il y a vraiment des clients qui vont avec leur propre trésorerie de A à Z sans aucun support des entreprises, des gouvernements ou des différents pays de gouvernement. Mais on parle de BPI aujourd'hui, mais dans certaines régions françaises, il y a également d'autres supports à l'export. Il y a le chèque export qui a été lancé il y a un mois, je crois, etc., etc. Donc, présentement, nous, on considère que c'est le meilleur moment pour risquer à l'international et avec un pays comme les États-Unis, le risque est moindre peut-être que d'aller dans d'autres marchés plus compliqués. Et enfin, qui dit crise dit opportunité. Il y a beaucoup de PME qui seraient intéressés de prendre ou de vendre certaines actions ou d'accepter des prises de part dans les entreprises pour pouvoir passer à travers la crise. L'acquisition, si vous êtes en mesure de le faire, est très intéressant. Vous devenez rapidement dans le marché, vous pouvez acquérir rapidement des clients. Si vous êtes vraiment capable de le faire et que ça fait partie de votre désir d'être aux États-Unis, il n'y a jamais eu autant une meilleure période qu'à aujourd'hui. Je ne vous aurais pas dit ça le 8 mars 2020. À partir du 17 mars 2020, après que Trump ait fermé le ciel américain, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de petites PME américaines qui recherchaient des fonds. Et en plus, comparé à certains pays européens, il y a très peu de reprises. Donc, autrement dit, il y a très peu d'enfants qui reprennent ou d'employés qui vont reprendre l'entreprise lorsque le fondateur va à sa retraite ou veut vendre. Donc, ça aussi, ça permet d'identifier de très belles petites PME qui font un chiffre d'affaires 2 millions, 3 millions, même jusqu'à 5 millions, qui vont vous permettre de pouvoir être immédiatement dans un marché. Alors, je prends ce slide, c'était moi? Oui. Ok, autant pour moi. Alors, je veux juste te dire quelque chose, on a bientôt terminé. Si vous avez des questions, posez-les dès maintenant. Vous avez votre chat, donc vous pouvez immédiatement poser des questions. Je sais que les États-Unis sont beaucoup dans l'actualité en ce moment, donc j'imagine que vous avez tous des questions. Alors, comment maintenir vos marchés et votre présence? Tout d'abord, il faut être à l'écoute. Okay, il faut savoir communiquer avec vos clients. Il faut savoir communiquer, pas en anglais, mais en américain. Okay, le langage américain est très important. Martin vous en a parlé un petit peu déjà. Aux États-Unis, on aime quand les conversations sont précises, concises et droites au but. Quand vous vendez votre produit, il faut montrer évidemment la valeur ajoutée de votre produit. Il faut expliquer de manière très claire pourquoi est-ce que vous êtes mieux que la compétition, pourquoi est-ce que vous faites gagner de l'argent à vos clients si vous leur faites gagner de l'argent. Et il faut parler en termes chiffrés et il ne faut surtout pas hésiter. Aujourd'hui, c'est important d'avoir aussi une stratégie à court terme. Les Américains sont beaucoup dans le court terme, contrairement aux Européens. Les Américains ont des stratégies en moyenne à 5 ans. Pourquoi? Comme Martin vous l'a dit encore une fois, on a une crise économique à peu près tous les 10 ans aux États-Unis. On a une économie cyclique et qui est assez bien routée. Donc, on a eu une crise en 2000, une en 2008 et puis maintenant le Covid, voilà, à peu près 12 ans plus tard. Donc, les stratégies à court terme sont très importantes et les actions, présenter les actions à court terme sont importantes. Évidemment, il faut avoir une stratégie à long terme, mais quand il s'agit de présenter des solutions,
prendre le court terme en compte est évidemment important. Il faut comprendre le défi de vos clients et il faut leur fournir des réponses. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas attendre que vos clients viennent vous présenter leurs challenges et leurs problèmes. Il faut que vous présentiez d'ores et déjà leurs problèmes, que vous leur expliquiez que vous avez compris leurs problèmes et que vous avez déjà des réponses à fournir. Rassurez vos clients que vous êtes prêts à passer à travers, que vous êtes déjà dans l'après-Covid, pour l'après-Covid. Montrez-leur que vous avez déjà des produits et des services en développement. Montrez-leur que vous êtes bien financé, c'est très important. Démontrez que vous avez compris que nous sommes dans une nouvelle réalité. Donc évidemment, le paradigme américain change régulièrement et donc il faut leur montrer que vous avez bien compris ça, que votre service après-vente est irréprochable, on va en parler un peu plus, et que vous avez des interlocuteurs locaux. C'est très important et c'est là où des sociétés comme la mienne ou celle de Martin prennent toute leur importance, c'est que nous fournissons cette présence locale et nous fournissons la capacité à des sociétés françaises d'être présents localement. Si vous faites du business aux États-Unis, il faut que vous ayez quelqu'un qui soit présent localement, qui puisse prendre sa voiture, qui puisse aller voir votre client, qui puisse prendre le téléphone, répondre au client. Vous ne faites pas du business aux États-Unis par email ou par Skype ou en étant à l'autre bout du monde. Ça ne marche pas. Je mets vraiment le point là-dessus. Donc, embaucher ou se mettre en partenaire avec des interlocuteurs locaux est essentiel. Nous, évidemment, je vais passer très rapidement là-dessus, mais nous, on a des équipes sur l'intégralité du territoire américain, pas seulement sur les deux côtes, mais également en Caroline du Nord, en Floride, dans le Colorado et dans d'autres États clés où vous aurez certainement des clients si vous exportez. Assurer évidemment une fluidité entre votre client et votre unité de production, ça c'est indispensable. La communication, encore une fois, est très importante. Apporter des solutions rapides à la reprise. Donc, revoyez peut-être les projets d'avant le Covid. Ils sont peut-être plus d'actualité. Montrer que vous pouvez apporter des économies à vos clients, peut-être leur faire gagner de l'argent. Essayez de structurer vos projets en phase. Ça peut aider peut-être des clients qui ont des trésoreries un peu limitées plutôt que de vendre votre projet d'un coup. Évidemment, ne vous vendez jamais au rabais. Si vous baissez vos prix aujourd'hui, vous pouvez oublier la possibilité de le remonter après la crise. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Si vous avez des trésoreries qui sont limitées, si vous avez mis beaucoup d'investissements et que les revenus ne sont pas forcément toujours là, n'ayez pas l'air désespéré. Personne ne veut faire du business avec quelqu'un qui a l'air désespéré. Et ne jouez pas avec le taux de change. Le taux de change évolue tout le temps aux États-Unis. C'est pas la peine de s'y fier. Évidemment, mettez en avant votre valeur ajoutée, vendez-vous, n'hésitez pas à vous vendre, n'hésitez pas à vous mettre en avant. Les Français ont tendance à être un peu timides parce qu'en France, évidemment, les mœurs sont différentes. Aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Il faut être vraiment, vraiment dans l'avant et ne pas hésiter à se mettre en avant comme les leaders dans ce que vous faites. Évidemment, faites garantir vos commandes. BPI peut vous aider là-dessus. On en a déjà parlé. Alors, voilà, le processus de travail. Qui parle en votre nom? Ça, c'est très important. Votre interlocuteur américain doit savoir qui parle en votre nom, quelle est la personne qui parle en votre nom, quel est leur statut, quelles sont les personnes sur le territoire américain qui vous représentent et comment les contacter et comment s'assurer qu'on puisse les rencontrer si besoin est. Très important. La demande d'information rapide et claire. Quand vous avez des demandes d'information par email notamment, vous devez y répondre. Si vous n'avez pas de réponse, vous devez répondre par email si c'est un email avec un début de réponse. Okay? Il faut rester très clair, il faut rester très précis dans vos échanges. On n'attend pas de répondre à une demande d'un client ou d'un potentiel client simplement parce qu'on n'a pas la réponse. On donne immédiatement un début de réponse. L'essentiel aux États-Unis, c'est de maintenir la communication. Aux États-Unis, on accueille assez facilement des clients, mais on les perd aussi facilement. Une des raisons pour lesquelles on les perd, c'est qu'on ne maintient pas le momentum. Il faut maintenir le momentum. Même si les choses vont bien, même si les livraisons se passent bien, maintenez le momentum, contactez vos clients, envoyez-leur un courrier pour Noël, pour leur anniversaire, pour la naissance de leur enfant, peu importe. Et puis, maintenez la communication pour savoir comment ça se passe. Même si tout se passe bien, c'est très, très important. C'est un côté psychologique auquel les Américains sont extrêmement sensibles. Transparence. Alors évidemment, le prix de la commande doit toujours être en dollars. Et en mesure impériale et pas en mesure métrique. Donc ça, c'est important. Transparence dans la facturation. Soyez transparent. Ne jouez pas avec les prix.
Les Américains ne s'attendent pas forcément à ce que vous preniez en charge le transport. Donc, quand vous essayez de négocier un prix, ne leur dites pas que vous allez prendre en compte le transport et que vous allez négocier le prix. Ça ne marche pas. Soyez très clair dans vos prix, séparez vos prix, vous avez vos produits, votre transport. Si l'Américain veut prendre en charge le transport, ben super. S'il n'est pas en capacité de prendre le transport, eh ben à vous de lui donner le prix du transport. La réalisation de la commande. Évidemment, il faut être très clair à ce niveau-là. Il faut expliquer comment est-ce que votre commande est créée et quel est le processus de production de votre commande. Donc, du moment où l'Américain a passé commande et le moment où il va être livré, quel est le processus et quelles sont les étapes du processus. Il faut être extrêmement précis, extrêmement clair là-dessus. Ne pas laisser de points blancs. La logistique du transport. Rassurez votre client. Fournissez-leur des tracking numbers et maintenez-les au courant de toutes les étapes du transport. Soyez les premiers à annoncer à votre client américain s'il y a un problème, même si vous n'êtes pas responsable du problème. Peu importe, si vous avez sous-traité votre transport par une société de transport et qu'il y a une tempête sur l'océan Atlantique et que le bateau est bloqué ou que la douane vous a bloqué votre container, vous devez être les premiers à informer votre client. N'attendez surtout pas que votre client apprenne des problèmes avant que vous ayez pu leur informer. C'est très mauvais pour la relation business. Moi, j'ai vu des sociétés françaises qui ont des produits absolument excellents, qui ont fait la première année sur les États-Unis plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires et qui se sont plantés royalement parce que la communication était mauvaise et parce que, évidemment, les problèmes liés au transport n'étaient pas réglés. Voilà, donc ça, c'est encore très important. La livraison, soyez aussi précis sur la livraison. Où est-ce que vous allez livrer? Est-ce que ça va être sur la rue? Est-ce que ça va être sur un dock? À quelle heure est-ce que ça va être? Encore une fois, ce sont des étapes qui sont extrêmement essentielles et qui peuvent faire la différence entre une relation pérenne et une relation qui va s'éteindre. Ne soyez pas arrogant aussi, hein, je vais mettre une autre parenthèse, ne soyez pas arrogant sur votre produit. Si vous avez un produit ou une solution qui marche et qui est compétitive aux États-Unis, sachez que votre client américain peut vous mettre à la porte si le transport ou si le service après-vente ou si la communication n'est pas à l'œuvre. Donc, il faut savoir qu'on est quand même dans un pays où le service est extrêmement important. Et donc voilà, je mets le point là-dessus. Le service après-vente, évidemment, l'Américain s'attend à un service après-vente. Vous devez être capable de faire le service après-vente, d'avoir des équipes qualifiées qui puissent suivre sur votre produit avec vos clients. Enfin, le consommateur américain recherche des solutions plus que des produits. Si vous poussez une solution, vous aurez plus de chances de faire du business que de simplement pousser un produit. Il faut savoir que les Européens ont une longueur d'avance dans pas mal de secteurs, notamment le secteur manufacturier, le secteur des pharmacies, le secteur de la tech et également aussi l'aéronautique, surtout avec ce qui se passe avec Boeing. Donc, nous ne sommes pas en manque de solutions en Europe et les Américains ont l'argent pour acheter. Donc, profitez-en. Conclusion. Évidemment, la reprise sera toujours plus importante, américaine sera toujours plus importante. On l'a déjà vu, la crise est moins forte aux États-Unis. On a un dicton aux États-Unis, c'est que when America sneezes, the world has a flu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'Amérique se mouche, le reste de la planète a la grippe. Donc voilà, c'est une manière de dire que les Américains sont toujours moins affectés par les crises. Martin vous a parlé aussi des foyers américains. Vous avez je crois que c'est plus de 50 millions de foyers qui gagnent au-dessus de 100 000 $ par an. Ces foyers sont rarement affectés par les crises, où ils sont affectés de manière très très faible. Et donc leur pouvoir d'achat n'est affecté que de manière très temporaire et il rebondit très rapidement. Et il a déjà rebondi ici aux États-Unis. Donc prenez ça en compte. Malheureusement, la crise en Europe va perdurer. Si vous avez des produits et des services, pensez au marché américain. C'est un marché qui est essentiel aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous en passer. Les consommateurs qui nous intéressent sont sensibilisés au savoir français. Donc, on parle souvent de la richesse américaine. Et Martin, vous le disiez, on va vous parler aussi du fait que les Indiens, les Chinois ont également une classe qui est très forte, une classe riche qui est très très forte. Cependant, cette classe n'est pas aussi sensibilisée au savoir-faire français, au savoir-faire manufacturier notamment. Donc, les Américains le sont. Culturellement parlant, les Américains et les Français sont assez proches et ils se reconnaissent. Donc, vous avez un avantage, je pense, aux États-Unis qui est beaucoup plus important à ce niveau-là qu'il ne serait en Asie. Évidemment, comme je vous l'ai dit, le secret est dans la communication et dans l'apport de solutions. Voilà, donc je vous remercie.
N'hésitez pas à vous poser vos questions. On va donner 5 à 10 minutes aux questions. J'en ai déjà eu une par email. Ici, vous avez nos contacts si vous cherchez à nous contacter. Je vous invite à prendre un screenshot immédiatement ou à tout simplement les copier. On vous enverra la présentation et on enverra le recording de la présentation. La place est désormais à vos questions. Donc voilà. Alors, on a une question de M. David Darbo. Biden ou Trump, quel impact sur l'investissement aux US? Je vais laisser l'Américain répondre. C'est une bonne question. Aucun impact pour le business, tout simplement parce que le Sénat va rester républicain. Donc, il faut savoir qu'aux États-Unis, on a un système de check and balance qui est beaucoup plus important qu'en France. En France, vous avez le président français a beaucoup plus de pouvoir en France que le président américain a de pouvoir aux États-Unis. Et donc, un président américain, par exemple démocrate, si Biden gagne par exemple, si le Sénat est républicain, c'est simple, il va absolument rien se passer aux États-Unis sur les 4 prochaines années. Il va pas pouvoir monter les impôts. C'était son objectif, c'était de monter les impôts. Ça va être absolument impossible. Et il va pas pouvoir faire de changements structurels ou de changements importants parce que ça requiert un vote du Sénat et le Sénat, d'après toutes les estimations, reste républicain. Maintenant, évidemment, Trump, au niveau de l'économie, au niveau du business, Trump est traditionnellement plus pro-business, évidemment. Mais bon, il faut savoir que les États-Unis, c'est quand même une économie qui est assez gigantesque et que ce soit une administration démocrate ou républicaine, en général, comme je vous l'ai dit, si le Sénat ou si la Chambre des représentants est de l'autre côté, il ne va pas se passer grand-chose. Le message de Trump est plus pro-business. Le message de Biden est moins pro, et évidemment moins pro-entrepreneur, moins pro-business. Après, voilà, le secteur du privé est tellement fort et tellement puissant aux États-Unis que, en général, on l'a vu sous Obama. Obama avait tenté d'un peu socialiser les États-Unis. Ça avait complètement échoué. Et d'ailleurs, c'est ce qui a mené à l'élection de Trump. Donc, on ne pense pas que ça va affecter. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'aura pas les résultats de cette élection présidentielle avant quelques semaines. Ça va se jouer dans les cours de justice parce qu'il y a beaucoup de fraude, visiblement. Et donc, il va y avoir des poursuites judiciaires qui peuvent aller jusqu'à la Cour suprême. Et pour ceux qui sont d'un certain âge, si vous vous rappelez, en l'an 2000, il s'était passé la même chose entre George Bush et Al Gore. Ça s'était joué à la Cour suprême et c'était George Bush qui avait gagné. Donc, on a une question alors, je vais prendre Selma Bounila. Alors, je souhaite monter un business à Los Angeles, mais depuis quelque temps, je me demande si ce ne serait pas plus simple, plus intéressant et plus accessible si j'ai déjà monté mon projet en France, que je finisse par l'exporter. Je souhaite faire des lunchbox et développer une gamme de plats cuisinés pour le marché local. Pensez-vous? D'accord, ok. Écoutez, ça dépend dans quelle industrie vous vous situez. Je vais prendre cette question et je vais la généraliser. Je ne sais pas si Martin, tu veux y répondre, ou peut-être tu veux commenter après. Je vais y aller, je te laisserai commenter. Ça dépend. Tout simplement. Si vous êtes dans le secteur, donc vous vendez un produit, donc là on parle de lunchbox, donc on parle d'un produit, donc on va parler d'un produit. Vous pouvez très bien, dans un produit par exemple comme ça, c'est un produit qui a sa place en France et qui a sa place dans le marché local. Donc pourquoi pas commencer en France, évidemment, et pourquoi pas ensuite exporter aux États-Unis. C'est plus facile aussi d'avoir des aides, et vous pouvez peut-être demander à BPI, c'est une question pour BPI, si vous avez déjà commencé en France dans ce genre d'industrie. Maintenant, si votre objectif est de venir vous installer physiquement aux États-Unis et que vous avez la trésorerie, que vous avez les capacités financières, à ce moment-là, venez aux États-Unis et commencez directement aux États-Unis. Quand il s'agit de secteur des services, donc par exemple le secteur de la tech, que vous allez créer une application, que vous allez créer un software, ce n'a pas vrai. En général, je vous dirais venez aux États-Unis si vous pouvez, tout simplement parce que vous allez avoir une portée mondiale, d'abord sur le territoire américain, puis mondial. Et quand vous êtes dans des secteurs des services ou du software, évidemment, le marché américain est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant et les coûts de développement sont relativement les mêmes. Quand il s'agit des produits, en général, c'est toujours bien de commencer en France si vous pouvez vous permettre et puis ensuite d'exporter. Martin, je ne sais pas si tu veux commenter.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, les idées comme la dame nous propose, il y en a quand même beaucoup présentement aux États-Unis. C'est une très grande tendance et c'est en très grande croissance. Il y a plusieurs de ces compagnies-là aux États-Unis qui sont même ont fait du venture capital de plusieurs millions. Donc, il faut voir aussi la capacité de pouvoir interpeller une certaine clientèle. Mais je suis d'accord avec toi, Sam, que si le projet est encore au début et qu'il y a la trésorerie, mais c'est peut-être une bonne idée de venir sur les États-Unis d'entrée de jeu et de chercher Et il faut faire aussi attention, je veux dire, le projet peut exister simplement dans un quartier de Los Angeles et ça peut être suffisant pour faire du très beau business aussi. Faut toujours faire attention quand on approche les États-Unis, ça vient gros très vite. Donc, faut vraiment avoir cette approche-là. Il faut être humble puis dire, bon, bien, nous, on a des clients qu'on leur dit, ton business, ça va être uniquement Beverly Hills parce que tu ne peux pas faire plus de toute façon. Donc, ça va être Santa Monica ou ça va être Fort Lauderdale. Donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération quand on approche les États-Unis. Juste pour préciser côté intervention BPI France, alors bien sûr ça dépend du type de business et du produit. Nous par contre, on ne peut que intervenir s'il y a une structure en France. Notre intervention, elle se fera via la structure en France pour potentiellement aider à l'international via les différents outils que je vous ai présentés. Mais on intervient toujours sur la structure France et pas directement sur la structure à l'étranger ou la filiale. Et pour le cas des Français qui ont monté une structure américaine, on ne peut pas intervenir s'il n'y a pas de lien avec la France. On est un organisme public. On est là donc pour favoriser la croissance française aussi. Une dernière question. Pouvons-nous espérer une reprise des négociations pour un accord de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis? Si tu permets, Sam, je vais commenter. Il faut comprendre que la présidence de Joe Biden ne sera pas une présidence, si c'est Joe Biden, ne sera pas une présidence internationale. Je sais que ce matin, Joe Biden annonçait qu'il était pour re-signer les accords de Paris, mais s'il le fait, c'est pour être cohérent sur le plan vert qu'il veut mettre en place aux États-Unis. Et on prend en plus en considération que le Sénat risque d'être républicain. Donc, ça sera difficile de commencer à négocier à l'international tant et si longtemps que la COVID va exister, tant et si longtemps que l'économie américaine ne sera pas vraiment repartie et tant et si longtemps que l'équipe Biden n'aura pas mis en place les promesses faites aux Américains. Est-ce que ça va être un projet qui va être plus sur la deuxième moitié de la présidence de Biden si l'équipe Biden rentre? Peut-être. Seulement le futur va nous dire. Et si c'est M. Trump qui rentre, je peux vous dire qu'il n'y aura pas de négociation, de traité de libre-échange avec l'Union européenne. Je pense que là, ça va être vraiment, je dirais pas se refermer sur lui-même, mais ça va être vraiment American First. Donc, les traités de libre-échange ne sont pas très populaires dans la vision de M. Trump pour les États-Unis. Et puis, je sais pas si Sam, tu es d'accord avec moi. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Après, oui, je suis d'accord. Après, il faut savoir quelque chose, c'est que aux États-Unis, en effet, les Américains sont toujours America First. Et donc, ils préfèrent, si vous voulez faire du business aux États-Unis, évidemment, ils préfèrent que vous montiez une structure ici et que soit vous soyez physiquement ici, soit que vous ayez des représentants ici, parce qu'ils ont ce côté un peu nombriliste, les Américains. Hein. Et voilà. Et politiquement parlant, bon, même si Biden peut tenter de le faire, ça va être plus pour la forme, comme disait Martin, que pour le fond. Et je m'explique. Si Biden espère se faire réélire, donc s'il est élu, par exemple, qu'il espère se faire réélire, si évidemment il survit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne pourra pas finir son terme, il va avoir besoin du vote de la middle class américaine, la classe moyenne, et notamment des États de la Rust Belt, comme la Pennsylvanie, le Michigan, qui sont des États où où le secteur manufacturier est très, très fort. Ces accords de libre-échange ne sont pas du tout populaires dans ce genre d'État.
Donc, si vous voulez, c'est un peu… Trump s'en fout complètement. Il dit on ne signe pas d'accord de libre-échange et puis c'est tout. Pour Biden, c'est un peu une fine line. Hein, c'est un peu un jeu d'équilibriste. Donc, vraiment, pour revenir là-dessus, je sais qu'en France, les médias parlent beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis et répètent un peu ce qu'on entend sur CNN. Moi, dès lors que le Sénat reste républicain, je pense que ce soit Biden ou Trump, il ne va pas vraiment y avoir… Il ne va pas vraiment se passer grand-chose de très concret. Il faut aussi savoir que les changements structurels aux États-Unis sont très rares. Je crois que la dernière fois qu'on a eu des vrais changements structurels, c'était dans les années 60. Et entre les années 60 et maintenant, il y a eu beaucoup de présidents, des démocrates, des républicains. C'est très difficile aux États-Unis de faire du changement, d'acter du changement. C'est beaucoup plus difficile qu'en France. En France, vous en êtes déjà à la 5e République. Aux États-Unis, on n'en est qu'à la 1re. Et ça fait depuis 50 ans. Donc, oui, donc c'est un pays qui est… déjà, il faut savoir, c'est un pays qui économiquement est beaucoup plus libéral au sens français du terme, donc beaucoup plus à droite. Hein. Biden, c'est l'équivalent d'un politicien de droite française, si vous voulez. Ça ne veut pas dire que Trump, c'est l'extrême droite, ça veut dire que Trump est encore plus libéral, donc à un niveau dans lequel on n'est pas du tout habitué en France. C'est un pays qui est pro-business, c'est un pays qui est très individualiste. Les Américains sont des gens qui aiment avoir leur maison, qui aiment avoir leur bagnole, ils n'aiment pas prendre les transports en commun, ils n'aiment pas… Le concept du socialisme voilà, comme on le connaît un peu en Europe est très mal vu aux États-Unis. Et que ce soit avec les Américains traditionnels ou que ce soit avec les communautés hispaniques. Les communautés hispaniques aux États-Unis, qui représentent 20% de la population, sont des gens qui sont venus aux États-Unis parce que justement ils fuyaient le socialisme, le communisme des pays d'Amérique du Sud. Donc c'est pas quelque chose qui est populaire, c'est pas quelque chose qui va arriver. C'est un pays qui est vraiment très accueillant des entrepreneurs, pas forcément des employés. Alors on parle pas des employés aujourd'hui, c'est pas l'objectif, mais je reçois beaucoup de demandes de gens qui me disent j'aimerais bien travailler dans une société américaine, j'aimerais bien venir, j'ai fait telle école, et moi je leur dis écoutez, vous n'êtes pas américain, vous voulez vous faire employer, ça va être très difficile. Déjà les boîtes n'embauchent très peu si vous n'êtes pas américain, et surtout les visas pour obtenir un visa d'employé, c'est extrêmement difficile, voire impossible. Donc la législation américaine facilite l'entrée aux États-Unis pour les entrepreneurs, des gens qui viennent avec des fonds, qui investissent ces fonds, qui prennent des risques et qui se développent et qui réussissent. C'est ce qu'on veut aux États-Unis. Et donc, que ce soit Biden ou Trump, ce sera la même chose. Voilà. Bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Non, c'est tout. C'est terminé. Oui. OK. Écoutez, merci à tous. On a un peu dépassé au niveau du temps. On enverra un recording de la présentation. N'hésitez pas évidemment à nous contacter si vous avez des questions. Je vous souhaite une très bonne journée.